Et que se passe-t-il ici, sur la rive gauche? Eh bien, sur la rive gauche, il y a aussi un pont qui est défendu par une tour, mais un événement naturel va se produire, une inondation. C'est-à-dire une crue de la Seine? Une crue de la Seine. La Seine monte et elle emporte une partie du tablier du pont. Si bien que les défenseurs de la tour se trouvent isolés, ils n'ont plus de contact avec l'île. Les Vikings choisissent de faire porter naturellement leur effort sur la tour et ils l'incendient. Les défenseurs refluent vers la partie qui reste du tablier du pont. Ils sont acculés? Ils sont acculés, ils sont le dos au fleuve. Les Vikings leur promettent la vie sauve, certains le croient, ils sont tués sur le champ. Donc la bataille est perdue. La bataille est perdue, la tour est prise, mais Paris n'est pas pris. Et Charles le Gros, le descendant de Charlemagne, il ne vient pas au secours des Parisiens? C'est bien, Charles le Gros, il prend son temps. Il a été forcément sollicité par les Parisiens, mais il n'arrive qu'un an plus tard. Et pas vraiment pour se battre contre nous. Non, il apparaît sur les hauteurs de Montmartre, il établit son camp, il engage quelques escarmouches, quelques batailles, mais visiblement on ne le sent pas tellement belliqueux. Et alors, il négocie? Oui, il préfère traiter, c'est-à-dire qu'il donne l'autorisation aux Normands de piller la Bourgogne un certain temps, et en plus il leur remet une rançon. Les Parisiens sont révoltés. Charles le Gros les a trahis. Il ne l'emportera pas en paradis car il sera bien vite déposé et il mourra peu de temps après. Du même coup, Eudes, comte de Paris, est reconnu roi de France et Paris, qui a bien mérité de la patrie, deviendra la capitale de la France. Donc, l'arrivée des Vikings sur la Seine va provoquer une onde de choc qui suscitera l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des Capétiens, qui fera vraiment de Paris à terme la capitale de la France. C'est en fait la fin de la France de Charlemagne et le début d'une monarchie qui va durer 1000 ans. Toutes les conquêtes des Vikings ne se firent pas à la pointe de l'épée. L'expansion suédoise à l'est montra que les Vikings étaient aussi de grands administrateurs et même des bâtisseurs d'État. Écoutez Régis Boyer. Il y a un moine de Kiev qui s'appelle Nestor, qui a écrit un texte qui s'appelle la Chronique primaire, dans laquelle il dit que les Slaves ont toujours été incapables de s'entendre entre eux. J'ose dire méchamment que l'histoire tout à fait récente prouve que c'est pas absolument faux comme vu ça. Et donc il n'arrêtait pas de se livrer à des guerres intestines. Et il voyait passer ces navigateurs, bien suédois donc, Vareg, ça s'appelait, bien organisés, s'administrant d'une façon impeccable et qui s'en allaient vendre leurs peaux et fourrures ou leur ambre à Byzance. Alors, d'après Nestor, les Slaves leur auraient dit, voyez, nous, c'est le chaos chez nous, nous sommes incapables de nous gouverner, donnez-nous des princes qui soient capables de nous administrer. Alors les Suédois, puisque une des finalités du mouvement viking, c'était de s'installer quelque part à demeure, la vie étant plus agréable que chez eux. Ne se sont pas fait dire deux fois, ils se sont installés autour de Novgorod, qu'ils appelaient Holmgardir, eux, d'une part, ils se sont installés autour de Kiev, qu'ils appelaient Kainugardir dans leur langue, d'autre part, ils ont créé là deux principautés, et comme ils étaient surnommés Russes par les noms scandinaves, c'est-à-dire par les Grecs et puis par les Slaves. On a parlé de ces deux principautés qui ensuite ont fusionné comme de l'État des Rousses, d'où le nom de Russie. Ils ont essayé le plus souvent d'adapter leurs habitudes d'organisation sociale, par exemple, ou d'administration politique. Ils les ont adaptés aux structures locales préexistantes en essayant de composer le plus souvent. Exemple, c'était des pays, alors je ne peux pas dire démocratiques parce que c'est faux, ni républicain, c'est tout aussi faux, ça fait partie des légendes qui courent sur la question. Mais c'était quand même des pays où la voix du peuple comptait, où les gens importants se réunissaient à intervalles, ça s'appelle Ting, pour décider ensemble des questions d'intérêt commun. Alors ça n'était pas compatible avec la notion de royauté, telle qu'elle avait cours dans le reste de l'Occident. Alors ils se sont pliés à la notion de royauté telle qu'elle existait en France, chez les Slaves, chez les Germains, etc. Et ils se sont adaptés. L'adaptation, c'est leur vertu majeure. On n'imagine pas à quel point ces gens-là sont adaptables. Donc là où c'était possible et quand c'était possible, ils ont conservé ce qui faisait la spécificité de leur culture ou de leur civilisation, mais en l'adaptant aux structures préexistantes. Comment les Vikings naviguaient-ils
sur l'océan. Tant qu'ils descendaient vers le sud, ils suivaient les côtes, ils faisaient du cabotage, c'est vrai. Mais comment firent-ils lorsqu'ils partirent au large vers l'ouest? Pendant longtemps, ce fut une énigme et maintenant, nous avons sans doute trouvé la solution. Christian Lemay, comme tout navigateur, pour vous repérer, lorsque vous êtes sur votre bateau, vous avez la boussole. La boussole pour indiquer le nord, le lock pour indiquer la vitesse, mais surtout la distance parcourue, la radio pour prendre la météorologie, assurer la sécurité, et surtout la carte aussi. Eh bien, les Vikings, eux, ils n'avaient rien de tout ça. Rien de tout ça, vous avez tout à fait raison. Pas de radio. Longtemps, on s'est dit, mais qu'avaient-ils? Comment faisaient-ils? Et la réponse, eh bien, allez, montrez-la. Elle est là. Le compas solaire. Un compas solaire, c'est une sorte de roue graduée avec les points cardinaux et avec au sommet cette sorte de petite pyramide. Et avant de partir naviguer, on trace cette courbe. Et cette courbe, c'est la pointe de l'ombre portée tout au long de la journée par cette petite pyramide. C'est ça. Vous avez passé une journée entière, ou peut-être 2 jours, dépendant des conditions météorologiques, pour fabriquer cette courbe, point par point. Et alors après, comment ça marche quand vous dites je veux trouver le nord? Eh bien, il faut essayer de faire coïncider la pointe de l'ombre de votre petite pyramide avec cette ligne. Et à ce moment-là, je regarde la direction du nord, ça veut dire que le nord est dans cette direction. On va contrôler. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Pour moi, ça donne plein nord aussi. Voilà. Donc, ils avaient trouvé le nord. Ils avaient trouvé le nord, ils avaient inventé un petit instrument rudimentaire, mais d'une précision leur permettant de traverser les océans. Oui, mais tout de même avec un compas solaire, traverser l'Atlantique et trouver le Nouveau Monde, c'était un exploit extraordinaire. Les artisans de cette étonnante conquête, ce sont les Norvégiens. Cette lente migration commence au début du IXe siècle. Plusieurs centaines de familles quittent les côtes de Norvège et atteignent l'Islande au bout de quelques semaines. En réalité, c'est toute une élite de l'ouest de Norvège qui est partie. Traditionnellement, si on en croit les sagas, c'est à cause de la politique unificatrice du roi norvégien de l'époque, qui s'appelait Haraldur, aux beaux cheveux, qui ne plaisait pas à cette élite. Et donc les Norvégiens de l'Ouest, après avoir échoué lors d'une bataille qu'on date traditionnellement à 872, ont décidé de partir, et ils sont partis coloniser cette île nouvellement découverte qu'était l'Islande. En Islande, ils n'ont trouvé personne, si ce n'est quelques moines qui venaient d'Irlande et qui étaient là et qui se sont enfuis lors de leur arrivée. Et il a fallu à peu près une 60aine d'années pour que l'installation soit faite et que l'Islande se dote d'un parlement qu'on appelle Thing, et donc d'un système législatif et judiciaire et administratif. Après l'Islande, le Groenland. En 986, le viking Éric le Rouge, banni d'Islande pour une sombre histoire de meurtre, part avec une flottille de 25 navires à la recherche de nouvelles terres. À l'époque, les glaciers et les icebergs ont reculé vers l'extrême nord, ce qui rend la navigation plus facile. Éric le Rouge découvre ainsi une île avec des fjords verdoyants, qu'il baptise Groenland, la terre verte. On trouve au Groenland de l'ivoire, de l'huile de phoque et des fourrures d'ours polaires qu'on exporte vers l'Europe. Sur place, on cultive des céréales, on élève des bovins et des moutons. Au milieu du XIIe siècle, on compte ainsi au Groenland 4000 colons norvégiens. Leur langue et leurs coutumes se mêlent progressivement aux traditions locales des Inuits. Le continent américain était dès lors tout proche. En 986, un marin parti du Groenland, Bjarni Herjolfsson, est dérouté vers le sud-ouest par une tempête. Il entrevoit alors les côtes d'une terre inconnue. Mais il ne va pas plus loin et regagne le Groenland. 14 ans plus tard, Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, décide de retrouver le pays de Bjarni. Il débarque sur une terre couverte de forêts où il fait plus chaud qu'au Groenland. Il la baptise Vinland, le pays de la vigne. Ce sera Terre-Neuve.
Hélas, quand ils décident de s'y installer, Leif se heurte aux attaques féroces des indigènes. C'est l'éternel problème des Vikings, des grands voyageurs mais trop peu nombreux. Découragé, Leif lève le camp. La découverte de l'Amérique par les Vikings, longtemps discutée, est aujourd'hui attestée par de nombreux indices. Le récit que font les sagas de la traversée, de la navigation jusque sur les côtes américaines, la description des côtes, les côtes basses, les forêts, etc. Et puis la découverte de L'Anse aux Meadows à Terre-Neuve, où on a retrouvé des restes d'habitation et des objets scandinaves qui me paraissent preuve indéniable. Les Vikings ont donc bel et bien débarqué sur le sol américain en l'an 992, 500 ans tout juste avant Christophe Colomb. Quant aux colons du Groenland, ils subissent la lente dégradation du climat à partir du XIVe siècle. La banquise se développe, les icebergs sont de plus en plus nombreux, la navigation et les échanges vers le continent se font de plus en plus rares, les colons doivent vivre en autarcie. Au début du XVe siècle, c'est fini. Le Groenland redevient la terre glacée et désolée que nous connaissons aujourd'hui. Tout au long du IXe siècle, les flottilles vikings vont donc remonter la Seine pour aller semer la désolation dans tout le pays et le pouvoir royal est incapable de les arrêter. Et c'est ici, à Saint-Clair-sur-Epte, à mi-distance entre Paris et Rouen, que l'histoire des Vikings en France va basculer du pillage à l'intégration. Et ce basculement nous en dit plus sur les Vikings que tous les récits de bataille. Donc, en 911, le roi de France, Charles le Simple, décide de traiter avec les Vikings et avec leur plus redoutable chef de guerre, Roland. C'est ainsi qu'est conclu le traité de Saint-Clair-sur-Epte qui va donner naissance à la Normandie et